Bonjour à tous, bienvenue et merci de votre présence à ce deuxième atelier e-learning organisé par les laboratoires Aromacelt. Je suis Catherine Colin-Gaudy, directrice commerciale, et je suis accompagnée aujourd'hui de Hervé Demey et de Bérénice Châtelu, membres de notre comité scientifique. Alors aujourd'hui, Hervé va vous parler du pilier de notre concept d'algaromathérapie, qui est l'équilibre acido-basique et de l'importance de cette notion pour la santé. Donc cette présentation sera enregistrée, donc vous aurez accès, si vous le souhaitez, à l'enregistrement ultérieurement. Hervé vous fera une présentation d'une 40aine de minutes et ensuite il sera disponible ainsi que Bérénice pour vos questions pour 10 à 15 minutes. Donc je laisse la parole à Hervé pour sa présentation. Merci Catherine. Bonjour. On n'arrive pas à le connecter correctement. Il y a des parasites. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je crois que c'est Carole. Il faut qu'elle coupe son micro. Oui, c'est ce que je vais faire. Merci Carole. Je t'en prie. J'ai reconnu ta voix. Oui, donc la présentation d'aujourd'hui est importante puisque c'est un petit peu la base du concept Aromacelt, c'est l'importance de l'équilibre acido-basique sur la santé et comment on a intégré cette notion d'équilibre acido-basique dans le concept d'aromathérapie des produits Aromacelt. Alors, le sommaire, c'est relativement simple. On va parler du concept très vite, parce que c'est quand même la base de ce développement. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est que l'équilibre acido-basique? De quoi est-ce qu'on parle? D'où ça vient? Quel est en fait ce concept relativement récent? Donc ensuite, quand on parle d'acido-basique, on voit qu'effectivement, on peut se retrouver en état d'acidose. On va parler des origines de cette problématique de l'acidose métabolique et, dans un quatrième point, de ses conséquences. Alors, le point numéro 5, c'est concrètement comment est-ce qu'on peut effectivement objectiver les choses, mesurer cet équilibre acido-basique au quotidien. Et le point suivant, c'est comment est-ce qu'on peut, en pratique, réguler cet équilibre acido-basique. Et le dernier point, ce sera effectivement la réponse Aromacelt à cette problématique de l'équilibre acido-basique, de l'acidose, pour effectivement pouvoir retrouver une bonne santé. Donc, le concept Aromacelt, ce concept, il est là effectivement pour pouvoir, entre guillemets, retrouver une bonne santé quand il y a des dérapages. Et on a baptisé ça chez Aromacelt l'algaromathérapie. Alors, effectivement, en plus de l'action ciblée classique, action curative possible grâce à l'utilisation des huiles essentielles et des algues, il nous paraît, évident et très important de prendre en compte la base, c'est-à-dire le fond du terrain, la base alcaline nécessaire à l'équilibre acido-basique. Puisque traiter un organisme qui n'est pas en état de répondre ou qui est en état de déséquilibre, effectivement, ça peut donner une réponse, mais la réponse sera d'autant plus efficace et d'autant plus pertinente qu'on aura en même temps ou auparavant réglé le problème de fond. Et pour nous, ce problème de fond, chez beaucoup de patients, c'est le problème de l'acidose métabolique. Donc, en parallèle du traitement spécifique lié aux huiles essentielles et aux algues, on apporte aussi une solution pour corriger en simultané, en parallèle, ce problème d'éventuelle acidose métabolique. Donc, l'équilibre acido-basique, qu'est-ce que c'est? En pratique, c'est ce qu'on appelle un état biochimique des liquides de l'organisme qui correspond à une concentration stable en ion hydrogène, en ion H+. Donc, classiquement, quand on parle d'ion hydrogène en solution, on parle de potentiel hydrogène qui est classiquement raccourci sous le nom de pH, un potentiel hydrogène. Alors, ça sert classiquement à mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution. Et comme vous le savez certainement tous, un pH 7, c'est un pH neutre. Une solution qui est un pH inférieur à 7 est dite acide. Donc, plus le pH diminue, plus le milieu est acide. Et à l'opposé, quand on passe au-dessus de 7, on est en milieu basique.
Donc plus le pH augmente, plus le pH est basique. Donc l'échelle va entre guillemets de 0 à 14, enfin plutôt de 1 à 14. 1 c'est très 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 acide, 14 c'est la soude caustique, c'est très très basique, c'est aussi corrosif qu'un acide. Alors l'équilibre acido-basique, c'est une fonction essentielle du corps qui permet justement la régulation de ce fameux potentiel hydrogène au niveau plasmatique, au niveau cellulaire. Alors, cette notion d'équilibre acido-basique, elle est relativement récente malgré tout. Elle est apparue en Suisse il y a environ un siècle. Hein. Ça a été publié à l'origine par la Société suisse de nutrition. Mais ça peut remonter un peu plus loin, puisqu'on voit qu'Hippocrate, déjà, il y a plus de 2400 ans, nous disait l'acide est le plus nuisible de tous les états des humeurs, hein, les humeurs du corps. Et donc, l'acidose, à l'époque, était déjà pressentie comme quelque chose qui n'était pas bon. Alors, il apparaît effectivement que cette régulation de cet équilibre acido-basique dans l'organisme est un élément essentiel de la santé. On sait qu'une hyperacidité intoxique l'organisme de façon importante. Il apparaît qu'aujourd'hui, c'est essentiellement des notions de stress liées à notre mode de vie moderne qui augmentent ce risque et qui acidifient potentiellement l'organisme. On sait que cette acidose métabolique accélère le vieillissement et qu'une solution pour contrôler ce phénomène, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'alimentation alcalinisante. Donc, la prise en compte dans l'alimentation de ce qui peut être acide ou basique pour réguler ce problème d'acidose. Et il existe, je pense que vous le savez, une classification ou des classifications des aliments qui indiquent effectivement la charge potentielle acide de ces aliments. C'est ce qu'on appelle l'indice PRAL. Si vous tapez sur Internet, si vous voulez plus de détails là-dessus, c'est très facile à trouver. Vous aurez ingrédient par ingrédient, aliment par aliment, l'indice de charge acide de chacun des aliments que l'on est susceptible de consommer. Alors, l'équilibre acido-basique, il est défini, comme on l'a dit, par une concentration en ions hydrogène, les ions H+, au niveau cellulaire. Et cette acidose, ces ions hydrogène, eh bien, ils proviennent tout simplement de l'activité métabolique des cellules, hein, qui travaillent au quotidien, nécessaires à notre fonctionnement. Et donc, ce métabolisme produit en particulier des composés acides sous forme d'ions hydrogène, donc H+, ou des protons. Alors, classiquement, le sang, le plasma, est à peu près, il n'est pas tout à fait neutre, il est faiblement basique, avec un pH qui varie entre 7,38 et 7,42. Vous voyez que c'est quand même relativement précis, et que dès qu'on sort de cette fourchette 7,38, 7,42, on peut considérer qu'il y a un problème métabolique, et dès qu'on est en dessous de 7,38, on est effectivement en état d'acidose. Alors, en parallèle, vous voyez que le pH des urines peut être un révélateur, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, de l'état d'acidose. Dans les urines, on a en général effectivement une charge acide plus importante, puisque c'est une voie d'élimination des ions H+, et donc le pH des urines varie plus ou moins entre 5,2 et 6,4. Alors, on sait aujourd'hui qu'un mauvais équilibre acido-basique, eh ben, c'est à l'origine de la plupart des problématiques de santé aujourd'hui. À l'âge adulte, il est estimé que près de la moitié de la population nord-américaine se trouve en situation d'acidose métabolique. C'est également le cas chez nous, dans les sociétés occidentales, chez les seniors qu'on considère en bonne santé apparente. C'est plus d'une personne sur deux qui est en état d'acidose métabolique de façon chronique. Alors, globalement, il s'agit d'un bruit de fond qu'on considère discret, mais sournois, pas très bien, diagnostiqué ou pas très bien suivi, et qui peut toucher n'importe quel individu, même en bonne santé, dans nos sociétés occidentales et industrielles, et vous allez comprendre pourquoi. Dans le troisième paragraphe, qui est celui de l'origine des acidoses métaboliques. Alors, l'acidose métabolique, elle est caractérisée par une chute de pH, en dessous d'un pH 7,35 dans le plasma, quelle qu'en soit la raison, avec en fait un système de déséquilibre des mécanismes de compensation, alors qui peut être lié à une charge excessive
qui peut être d'origine exogène, donc l'alimentation, ou endogène, un problème pathologique. Ça peut être lié à une perte excessive de bicarbonate, qui sont les éléments qui permettent de contrer les ions acides. Et également un autre problématique, une autre pathologie qui est un défaut au niveau de l'excrétion rénale, problème d'excrétion de ces ions H+. On sait aujourd'hui que les principaux facteurs qui impactent le plus l'équilibre acido-basique, c'est d'une part le stress, 70%, plus ou moins, et d'autre part l'alimentation, pour environ 30%. Alors, d'où viennent ce stress, d'où viennent ces problèmes alimentaires? Eh bien, il apparaît effectivement que dans notre vie d'aujourd'hui, l'acidose métabolique est principalement liée à l'évolution de notre type de vie, de notre type d'alimentation, par rapport à ce qu'on considère être notre programmation génétique ancestrale. En effet, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma en dessous, là, quand l'homme est apparu sur Terre dans sa forme la plus évoluée, il y a quelques dizaines de milliers d'années, l'homme était essentiellement un chasseur-cueilleur, et il avait effectivement une activité physique très intense. Il passait son temps à courir après ses proies ou à se protéger, donc beaucoup de dépenses physiques. En contrepartie, il lui fallait absorber beaucoup de calories, et il consommait beaucoup de produits issus de la nature, donc non transformés, et donc une grande quantité de micro-ingrédients qui étaient ingérés. Et on voit qu'au fur et à mesure de l'évolution, l'homme s'est un petit peu assagi, si on peut appeler ça comme ça. Au fur et à mesure du temps, il est devenu paysan, donc plus sédentaire, et de plus en plus sédentaire au fur et à mesure que la société évolue. Donc, ce qui fait que par rapport à notre structure physiologique liée à notre mode de vie théorique, à ce qui a été notre programmation génétique de départ, on s'aperçoit aujourd'hui que l'activité physique a beaucoup baissé par rapport à ce que potentiellement on serait capable de faire. Qu'en contrepartie, même si on consomme moins de calories que notre ancêtre chasseur, on en consomme quand même beaucoup plus que ce qu'on a besoin par rapport à nos dépenses, et qu'en parallèle, on a au fur et à mesure de moins en moins consommé de produits d'origine naturelle brute, qu'on fait appel de plus en plus à des aliments transformés, et que donc à ce titre, ce qu'on appelle les micronutriments intéressants ingérés sont de moins en moins importants dans la part de notre alimentation. Donc, on va parler essentiellement effectivement de la problématique alimentation. Le stress, on sait ce qu'il est, mais bon, il y a des solutions là aussi pour le gérer. Mais l'alimentation est un facteur très important dans le problème de l'équilibre acido-basique. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est très éloigné de nos besoins physiologiques, théoriques, ancestraux. Et donc, on consomme des produits alimentaires qui, globalement, peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé. Tout simplement parce que aujourd'hui, on constate une insuffisance d'apport en produits végétaux complexes, tout ce qui est fruits, légumes secs, les fibres, et les produits non transformés et complets, avec ce qu'on considère une haute densité micronutritionnelle, comme on peut l'avoir dans des produits non transformés. Deuxième point important, un excès d'apport en sucre rapide, contrairement au sucre lent, donc qui apporte une charge en glucides très élevée, et également des apports excessifs en graisses saturées et en ce qu'on appelle des produits raffinés, vecteurs de calories vides. Quand on dit calories vides, c'est qu'effectivement, bon, il y a quelque chose dans l'aliment, mais ces aliments ont été plus ou moins pillés de leur vraie valeur nutritionnelle. On peut parler de tout un tas de produits, que ce soit les produits allégés, le lait, les fromages, enfin tout un tas de produits dans lesquels on a retiré une bonne partie des éléments d'origine, et donc qui apportent des choses essentielles. Donc c'est pour ça qu'on parle de calories vides en ce sens-là. Et autre facteur, des déséquilibres, notamment dans les ratios protéines d'origine animale, protéines d'origine végétale, dans les ratios protéines-potassium et dans les ratios oméga 6, oméga 3 et sodium-potassium.
Donc, ce qu'on a illustré ici dans le petit schéma en bas, c'est qu'effectivement, à gauche, dans l'alimentation industrielle, aujourd'hui, des aliments transformés, on ingère beaucoup de calories vides qui sont à l'origine de la production de ce qu'on appelle des radicaux libres et puis des ions H+, donc producteurs d'acides en grande quantité. Et à côté de ça, à droite, ce qu'on appelle les aliments naturels, qui eux sont des calories pleines, puisque en plus des calories, on a tout un tas d'autres éléments naturels qui viennent complémenter cet apport calorique, donc des micronutriments. Et on constate effectivement que ces micronutriments, ben, ils sont à l'origine, à la source d'un certain nombre d'éléments essentiels que sont les minéraux, les oligo-éléments et certaines vitamines qu'on ne retrouve plus dans les aliments transformés ou en beaucoup moindre quantité. Alors, les conséquences de l'acidose. Il y a différents types de conséquences. Alors, je vais parler là de signes cliniques dans un premier temps. Ensuite, il y a des conséquences physiologiques et des conséquences fonctionnelles. On ne va peut-être pas prendre tout en détail, mais il est important de savoir qu'effectivement, il y a de nombreux signes cliniques qui permettent de penser qu'une personne est en état d'acidose. Alors, il y a des signes cutanés, il y a des signes psychiques, il y a des signes digestifs, des signes ostéo-articulaires. Alors bon, on va en prendre quelques-uns. Les premiers, les signes cutanés, la sueur qui est un peu acide, qui a une odeur un peu âcre. La présence de cette sueur crée souvent des irritations dans les régions donc à forte sudation. On peut voir aussi des signes comme le noircissement de certains bijoux que l'on peut porter, des bagues, des bracelets. Ça se traduit aussi classiquement par un assèchement de la peau, une peau granuleuse, prurigineuse, des débuts d'eczéma, des taches, là aussi, des traces sur les ongles, des taches blanches, des stries, du dédoublement, des cheveux ternes, des cheveux qui tombent. À côté de ça, donc des signes psychiques, hein, perte d'énergie, perte d'entrain, tendance dépressive, sensation de fatigue générale, coup de pompe après les repas, sensation de froid intérieur. Sur le plan digestif, des problèmes effectivement de ce qu'on appelle des débâcles intestinales, ça veut tout dire, tendance diarrhéique, avec des signes associés comme des brûlures rectales, des entérites, des coliques, des colorations des selles, des fistules au niveau anal et classiquement, de façon traditionnelle, des crampes et des douleurs abdominales récurrentes. Et sur le plan squelettique, ostéo-articulaire, alors difficulté de récupération après l'effort, des douleurs articulaires, l'ostéopénie, ostéoporose, une hyperlaxité, des craquements articulaires, problèmes de tendinite, sclérose ligamentaire et ça peut aller jusqu'à des fractures de fatigue suite à une ostéoporose avancée. Voilà, ça c'est des signes généraux qui sont assez classiques, faciles quelque part à identifier. Et ensuite, quand on a ces signes-là, classiquement, on sait qu'on a des conséquences physiologiques sur l'organisme. C'est vrai au niveau cardiaque. Mobilisation des minéraux, ça se traduit effectivement au niveau osseux. Accélération du catabolisme protéique, aussi bien osseux que musculaire. Problème aussi au niveau du métabolisme du glucose. Hyperinsulinémie. Augmentation du stress oxydant, c'est normal, on a des ions H+. Perturbation, ça peut être un peu plus gênant aussi chez les enfants, les personnes en croissance, métabolisme de l'hormone de croissance. Et là aussi, il peut y avoir des modifications et des perturbations d'un certain nombre de productions d'hormones. Alors, sur le plan plus classiquement pathologique, ça se traduit par une augmentation des problèmes d'hypertension, problèmes de troubles du rythme cardiaque, sensibilité au stress, ostéopénie avec développement de l'ostéoporose, fragilité, fatigabilité musculaire et ligamentaire, insulinorésistance, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, spasmophilie, sarcopénie, élévation du risque de lithiase rénale, aggravation des diabètes de type 2 et en cas de cancer sous-jacent, une progression plus rapide du développement tumoral. Donc, tout ça, potentiellement, ce n'est pas forcément la conséquence directe de l'acidose, mais effectivement, un état d'acidose va aggraver tous ces symptômes, tous ces signes,
et va faire qu'effectivement, la récupération de l'organisme, le retour à un état de santé correct va être de plus en plus compliqué. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer l'équilibre acido-basique? Alors, même si effectivement l'acidité des urines ne reflète pas systématiquement l'acidité du plasma, c'est quand même un très bon indicateur. Et c'est une solution relativement simple pour mesurer effectivement l'équilibre acido-basique. Alors, ça se fait à l'aide de bandelettes, de bandelettes pH, qui permettent de tester les urines. Alors, classiquement, on ne peut pas se contenter de faire une mesure juste sur un prélèvement. Idéalement, il faut le faire au moins sur une durée d'une semaine, en commençant sur ce qu'on appelle les secondes urines de la journée, c'est-à-dire pas celles qui sont émises juste après le réveil. Alors, comme vous le savez, si le pH est autour de 7, c'est qu'on est à l'état plus ou moins neutre, donc on est plutôt en bonne situation. Si le pH est inférieur à 7 ou nettement inférieur à 7, là, effectivement, on va se retrouver en état d'acidose. Et s'il est supérieur à 7, bon, là, il sera effectivement potentiellement un peu supérieur à 7. On sera effectivement dans la situation, on peut être aussi en alcalose métabolique, c'est un autre problématique, mais là, ça veut dire qu'on sera au-dessus de 7,5. Alors cependant, petit bémol, l'acidose métabolique n'est pas forcément synonyme d'acidémie, si le pH est inférieur à 7,35, parce qu'effectivement, on peut avoir un pH sanguin à peu près normal, mais qui, en fait, compensé. On peut avoir une acidose métabolique, mais peut être compensée par d'autres pathologies, comme une alcalose métabolique. Mais bon, c'est relativement rare, ce genre de situation. Alors, comment ça se fait, comment ça se traduit en pratique? Eh bien, vous voyez là, deux exemples. À l'aide de bandelettes, on a fait un test dans de l'eau acide, pH 5,2, donc on voit effectivement la couleur de bandelette qui est révélatrice de ce pH. Donc, sur les boîtes de bandelettes, on a des repères visuels au niveau colorimétrique qui permettent de voir où est-ce qu'on se situe. Et si on rajoute effectivement un carbonate de calcium d'origine marine dans ce même milieu, une certaine quantité, on voit qu'on arrive à remonter le pH très vite. Là, on a un pH de 6,8. Alors, à droite, c'est l'illustration de ce qui a pu être fait sur un cobaye, entre guillemets, avec au départ une urine relativement acide, un pH 5,5. Et au bout d'un mois de cure, entre guillemets, associant la prise de carbonate de calcium à une dose de 3 grammes par jour, on voit que le pH des urines est remonté à un pH quasiment de 7,3. Donc on voit bien effectivement la différence et l'efficacité de cette supplémentation grâce au carbonate de calcium pris dans l'alimentation. Donc sur le plan purement pratico-pratique, voilà, quand on veut éventuellement faire un test sur une personne, qu'est-ce qu'on mesure? Eh bien, on fait des prélèvements d'urine. Alors, on prend les deuxièmes urines du matin, ensuite les urines avant le déjeuner à midi, et également un prélèvement avant le dîner. Et on teste en fait ce mélange avec des bandelettes pH. Alors, si possible, d'essayer de prendre des bandelettes qui soient de ces bonnes qualités, assez fiables. Et donc, on recueille les données sur une période de 7 jours consécutifs par rapport effectivement à ce qu'on relève en termes de coloration des bandelettes. Et en pratique, effectivement, bon, pendant cette période-là, il faut essayer d'éviter d'avoir des modifications importantes des habitudes de vie, en particulier des habitudes alimentaires. Alors, comment est-ce qu'on peut en pratique réguler et comment ça fonctionne? Comment on régule l'équilibre acido-basique? Alors, l'objectif, c'est effectivement, quand on est en état d'acidose, de maintenir le pH du plasma donc, entre 7,36 et 7,42. Tout simplement parce qu'au quotidien, en permanence, effectivement, on a un afflux d'acide dans l'organisme à travers les modifications digestives et la respiration cellulaire, tout le métabolisme de l'organisme. Alors, en pratique, quand on regarde comment ça fonctionne sur le plan métabolique, sur le plan chimique, on a un équilibre permanent de différents éléments que sont d'une part ce qu'on appelle l'ion hydrogénocarbonate, l'acide carbonique et ensuite le gaz carbonique et l'eau.
tout ça se produit dans l'organisme en permanence. Et le principal régulateur de tout ça, c'est effectivement cette équation chimique, hein, cet équilibre entre acide carbonique et bicarbonate. On voit qu'effectivement, l'acide carbonique, c'est l'association d'un ion H+, d'un ion hydrogène, avec un ion bicarbonate, et qu'une fois formé, on a donc l'acide carbonique qui circule dans le sang. Et cet acide carbonique, lui, peut se transformer chimiquement de façon très simple en dioxyde de carbone, dans CO2, et H2O, de l'eau. Alors, cette régulation permanente de cet équilibre, elle est sous le contrôle, si on peut appeler ça comme ça, de ce qu'on appelle des systèmes de régulation, que sont les systèmes tampons d'une part, qui sont des systèmes chimiques, et les organes de régulation. Donc les systèmes tampons, on va le voir juste après ce qu'ils sont, et les organes de régulation de l'équilibre acido-basique, ce sont essentiellement les poumons et les reins. Alors, les systèmes tampons, alors c'est un système, en chimie, un système tampon, c'est un système qui permet de stabiliser un pH, donc en particulier de capter, de neutraliser des ions H+ en excès dans un milieu. Et ces systèmes tampons sont les principaux facteurs de régulation au quotidien de l'équilibre acido-basique. Et il y en a un en particulier, puisqu'il y en a plusieurs, il y en a, comme vous pouvez le voir, il y en a 6 là, qui fonctionnent dans l'organisme. Mais le plus important en termes d'efficacité et de quantité, c'est le système bicarbonate acide carbonique, donc HCO3-, H2CO3. Il existe en parallèle d'autres systèmes chimiques dans l'organisme, hémoglobinate, hémoglobine, oxyhémoglobinate, oxyhémoglobine, protéinate, protéine, phosphate bibasique, phosphate monophasique, et sûrement quelques systèmes liés à des acides organiques qui peuvent aussi participer à la neutralisation des ions hydrogène. Donc, on va se concentrer sur le système bicarbonate acide carbonique, après avoir parlé des organes de régulation. Pardon. Alors, vous êtes très facilement comprendre comment ça marche. Donc, la régulation pulmonaire d'une part, la régulation rénale. Donc, la régulation pulmonaire, elle fonctionne tout simplement parce que quand on respire, on est capable de rejeter du gaz carbonique dans l'air et de l'eau. Hein. Quand on souffle sur une vitre en hiver, on voit qu'effectivement, il y a de la buée. La buée, c'est de l'eau, mais il y a aussi du gaz carbonique. Et ce gaz carbonique et cette eau proviennent de la dissociation de l'acide carbonique qui a été en fait produit par l'association des ions H+, présents dans le sang, dans l'organisme, liés au métabolisme, et par ce fameux bicarbonate. Donc la régulation pulmonaire, elle se fait naturellement puisqu'on peut faire pencher l'équilibre du côté pulmonaire par respiration rapide. Si on élimine beaucoup plus de CO2, le CO2 qui n'est plus présent va conduire l'équilibre chimique en fait à la production d'H2CO3 à partir de l'association des ions hydrogène aux ions bicarbonate. De la même façon, mais dans l'autre sens, au niveau des reins, les reins, eux, ont la capacité d'une part d'éliminer directement les ions H+ dans l'urine, alors sous forme de différents types de formes chimiques, hein, en particulier l'ion ammonium. Et donc, les ions H+ peuvent être éliminés directement, donc on élimine des ions H+ dans les urines, donc on régule là aussi l'équilibre acido-basique, puisque on a moins d'ions H+, donc on a un état d'acidose moins marqué. Et d'autre part, les reins ont aussi la particularité de pouvoir récupérer dans l'urine, en sens inverse, des ions bicarbonate, donc une recharge naturelle en ions bicarbonate à partir des reins extraits de l'urine. Donc ces deux organes de régulation sont importants parce qu'effectivement, ils participent en permanence au quotidien à cette régulation de l'acidose du sang et sont des moyens, comment dire, essentiels, physiologiques. Mais on va voir qu'on peut effectivement participer à ces fonctions dans l'organisme directement par apport de bicarbonate. Alors, c'est ce qui est le fondement en fait du concept d'aromathérapie AromaCelt, c'est que
pour pouvoir être efficace et avoir des effets marqués de l'action des huiles essentielles, il est important de tenir compte aussi du fond, donc de l'état général de l'organisme et en particulier de l'équilibre acido-basique. Et donc, en même temps qu'on apporte des huiles essentielles, on va aussi contribuer à régénérer cette base alcaline grâce à l'apport en particulier de carbonate de calcium. Donc, c'est essentiel d'abord rééquilibrer l'organisme pour pouvoir lui donner les capacités de réponse au traitement que l'on lui donne en plus. Alors, pour maintenir donc l'équilibre acido-basique, le corps utilise en permanence des bases, donc des éléments minéraux essentiellement alcalins, pour combattre, neutraliser ces ions acides. Et la première chose que le corps va faire, c'est d'aller chercher ces éléments alcalins dans l'organisme lui-même, et en particulier au niveau de la structure osseuse. Donc, il en trouve de façon régulière, en permanence. Maintenant, le problème, c'est que s'il n'y en a pas assez, ou s'il n'en trouve pas du tout, il va être obligé effectivement de les piocher là où ils sont, c'est-à-dire dans le tissu osseux. Et c'est un élément essentiel, une conséquence essentielle de l'acidose métabolique. Une des plus importantes, c'est l'ostéoporose, parce qu'effectivement, l'organisme va aller chercher dans l'os des éléments capables de neutraliser les ions H+, pour conserver cet état d'équilibre acido-basique dans l'organisme. Donc, une solution aujourd'hui, c'est plutôt que d'obliger l'organisme à aller chercher ces éléments dans le corps, c'est de lui apporter de façon régulière. Et ça, c'est possible via l'alimentation, par l'apport, effectivement, en particulier, d'ion carbonate dans l'alimentation de façon régulière. Alors, l'ion bicarbonate, on en a déjà parlé, donc également appelé hydrogénocarbonate, est à la base de la formation du carbonate de calcium, le fameux CaCO3. Alors, CaCO3, classiquement, il est faiblement soluble dans l'eau. Il est le principal constituant des calcaires en général. Alors, ces calcaires que l'on trouve aussi bien également, notamment dans les coquilles d'animaux marins, dans le corail et dans la coquille d'œuf. Alors, c'est une forme très intéressante d'apport potentiel de bicarbonate qui, même si effectivement à l'état naturel est très peu soluble dans l'eau, on sait que dès qu'on se retrouve en milieu acide, tel que dans le tube digestif, le carbonate de calcium peut se convertir très facilement en bicarbonate de calcium, donc le CaHCO3 2 fois, qui lui est très soluble et donc capable de passer dans la barrière, de passer la fameuse barrière intestinale et de venir se retrouver dans le plasma sanguin. Donc, je vous ai illustré ça ici en bas. Quand on apporte du carbonate de calcium, qui par nature est insoluble, qui se trouve en présence d'acide, qu'il soit carbonique ou autre, on a formation effectivement d'un bicarbonate de calcium qui lui devient soluble. Et c'est cette forme de bicarbonate de calcium soluble qui est très intéressante, puisque ce bicarbonate de calcium, potentiellement en présence dans un milieu acide tel que le sang ou le plasma, en présence d'ions H+, le bicarbonate de calcium est capable d'associer, de neutraliser l'ion H+, en se liant à l'hydrogénocarbonate qui forme le bicarbonate de calcium. Donc, on se retrouve effectivement ici capable de capter les ions H+, et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on a en permanence un équilibre qui se fait. Donc, si on charge le sang en ions hydrogénocarbonate, l'équilibre va se déplacer vers la droite, donc vers la formation d'acide carbonique, qui, au passage dans les poumons, grâce à la respiration, lui se dissocie et produit donc du CO2 et de l'H2O. Donc, ce bicarbonate qui a été ingéré dans l'organisme va pouvoir jouer son rôle tampon, donc neutraliser les ions hydrogènes qui sont des ions acides, en formant donc cet acide carbonique, qui lui, au niveau pulmonaire, va être éliminé sous la forme de gaz carbonique et d'eau, contribuant ainsi à la baisse de l'acidose, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un équilibre. Et donc, tout ce qui va être passé du côté gauche vers le côté droit va permettre d'éliminer ces fameux ions H+, qui sont présents dans le sang. Et ceci tout en préservant effectivement les réserves minérales de l'organisme qui peuvent contribuer ou aider
à réguler ce problème d'acidose métabolique, mais qui, quand c'est trop fréquent, finissent par s'épuiser et donc on a ces problèmes liés à l'atteinte osseuse. Donc, pour terminer, vous avez compris, la réponse globale d'Aromacell pour retrouver la bonne santé, c'est ce qu'on a baptisé l'algaromathérapie. Et ça commence par la régénération de la base alcaline, qui est donc, comme vous l'avez compris, nécessaire à un bon équilibre acido-basique, grâce à l'apport de carbonate de calcium marin. Et dans un deuxième temps, effectivement, par des actions curatives ciblées, grâce en concomitance aux huiles essentielles et aux éléments apportés par les algues. Alors tout ceci permet en plus d'avoir une présentation galénique sécurisée pour l'apport d'huile essentielle, puisque les huiles essentielles sont fixées sur le carbonate de calcium. Et donc ça, c'est une formule, une solution qui a été brevetée par Aromacelt, qui permet d'avoir cet apport ciblé d'huiles essentielles sous forme de poudre, donc qui garantit à la fois la protection de l'huile au moment du passage dans l'estomac, mais également une libération progressive et un dosage très sécurisé. Voilà, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et donc disponible pour répondre à vos éventuelles questions sur ce sujet. Merci Hervé pour cette présentation qui illustre le rôle fondamental de l'équilibre acido-basique sur notre santé et qui souligne effectivement, qui nous fait comprendre pourquoi la complémentation en carbonate de calcium est vraiment le pilier de la clé de voûte du concept Aromacelt, puisque toutes nos huiles essentielles sont sur une base de carbonate de calcium d'origine marine hautement biodisponible. Donc, Hervé et Bérénice sont à votre disposition si vous avez des questions plus particulières sur la présentation ou les produits. Oui, allez-y, Madame Campion, on vous écoute. Bonjour. Voilà, on parle toujours d'acidose. Il n'y a pas de danger à prendre trop de carbonate de calcium. On ne peut pas être en alcalose. Quels sont les dangers dans ce cas-là? Alors, tout excès est mauvais. Donc, effectivement, manger trop de carbonate de calcium, ça aura certainement des conséquences. Maintenant, la première chose qu'il faut voir, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, sur le plan purement fonctionnel, l'organisme aujourd'hui est classiquement plutôt en état d'acidose qu'en état d'alcalose. L'alcalose, c'est très très rare. Donc, une consommation, je dirais, modérée, même sur quelqu'un qui n'est pas en état d'acidose avérée, le fait de consommer un peu de carbonate de calcium ne va pas conduire à un état d'alcalose, puisqu'il y a les systèmes d'élimination qui sont là dans l'organisme pour éliminer les excès. Donc, à mon sens, je ne vois pas trop qui serait concerné par cette problématique, parce que pour pouvoir consommer des éléments, on a plus de sources d'origine acide que d'origine alcaline, à la fois dans l'alimentation et dans notre environnement. Et effectivement, on se retrouve effectivement aujourd'hui à avoir, du fait du métabolisme général et du stress en particulier, une production de radicaux acides qui est plus important. Enfin, l'inverse n'est pas vrai. Donc, la régulation de l'équilibre acido-basique est liée essentiellement, effectivement, à la neutralisation des ions H+, plutôt que l'inverse. Je ne sais pas si je réponds de façon... Ouais, de ce fait, en fait, donc on n'a pas de contre-indication à l'utilisation du lithotame. Alors, si vous considérez uniquement l'utilisation de lithotame a aussi d'autres intérêts que l'apport de carbonate. Aux doses préconisées, il n'y a aucun risque. L'apport, en parallèle effectivement de l'apport de carbonate de calcium, le lithotame est aussi là pour apporter d'autres éléments chimiques d'origine marine, donc d'autres oligo-éléments en particulier, et à ce titre-là, ils sont tout à fait bénéfiques.
et le calcium en tant que tel aussi, puisque le calcium est essentiel à l'alimentation, à l'équilibre osseux en particulier, enfin tout ce qui est métabolisme squelettique et à d'autres métabolismes dans l'organisme. Il y a l'apport carbonate, mais il y a aussi l'apport calcique et l'apport des oligo-éléments, qui globalement sont bénéfiques. Donc, zéro contre-indication et l'utilisation à partir de quel âge sur le lithotam, du coup? Moi, je dirais qu'il y en a, il y a pas de contre-indication. Je dirais que même un enfant en bas âge pourrait consommer du lithotam. Enfin bon, ça se fait naturellement. Les enfants, quand ils consomment du lait, quand ils consomment d'autres éléments chimiques, consomment à la fois du carbonate et du calcium. Donc, il n'y a aucun risque de toxicité, aucun risque comment dire, d'effets négatifs, sauf éventuellement à lui faire manger uniquement du carbonate de calcium tous les jours en grande quantité. Mais bon, là, ça va finir par faire un bouchon. C'est pour une utilisation sur un ado qui a un Crohn. Pour moi, il n'y a aucune contre-indication, au contraire. Ouais, parce qu'en plus, les ados mangent plus de laitage, mangent plus. Aujourd'hui, non, ils vont chez McDo, ils boivent du coca, mais du lait, ils en boivent plus Voilà. beaucoup. Ouais, c'est clair. Moi, Merci. j'ai connu l'époque où, en classe primaire, le verre de lait le matin était distribué gracieusement et obligatoirement. On était obligé de boire un verre de lait tous les matins à l'école. On devait ramener des goûters à l'école. Nous, quand ils étaient petits, ça a été interdit à cause des problèmes d'obésité. Oui, mais un goûter, là, c'était pas les parents qui décidaient, c'était l'école qui fournissait le verre de lait à chaque élève tous les jours. Ouais, c'était. Et même le goûter, il devait être équilibré. Enfin, il y a des enfants qui mangent pas du coup. Enfin, bon, ça, c'est un autre débat. J'ai un certain âge qui fait qu'à l'époque, effectivement, les aliments préparés ou les goûters tout préparés, ça commençait tout juste à exister. J'ai connu la naissance des goûters BN, mais à l'époque, le goûter, c'était une tranche de pain avec du beurre, un peu de confiture ou éventuellement un carré de chocolat. Ouais, bah, c'était top. Hein. Eh oui, Merci. je vous en prie. D'autres questions? Il y a une autre question, Hervé. Bonjour, peut-on donner du lithotam à un bébé de 2 mois? Sur le principe, oui. Maintenant, ça dépend ce qu'on veut. Pourquoi on veut lui donner du lithotam et en quelle quantité on le lui donne. Donc, mais je considère que si on lui donne l'équivalent d'une gélule par jour diluée dans l'alimentation quotidienne, ça ne peut lui faire que du bien. Mais aucune contre-indication. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, Cathy demande, peut-on en donner sur des calculs biliaires? Je pense que oui, dans la mesure où, en plus, quand on a des problèmes de calcul, que ce soit au niveau rénal ou au niveau hépatique, enfin, au niveau biliaire, on a forcément un déséquilibre acido-basique au sens large, un déséquilibre métabolique et un déséquilibre minéral qui fait qu'effectivement, on va se retrouver avec des concrétions entre guillemets calcaires, mais qui sont pas, à mon sens, la conséquence de la présence de calcium ou autre dans l'organisme, mais un problème de déséquilibre de fonctionnement de ces organismes. Donc, je serais même partisan dans ce genre de situation de tester ce genre de solution parce que peut-être que la cause de ces calculs peut être plus ou moins en relation avec un déséquilibre global de l'organisme au niveau acido-basique.
Bon, ben, je ne sais pas s'il y a encore des questions ou pas. Non, il n'y a pas d'autres questions, Hervé. Oui. Bon. Bérénice, en tant que pharmacienne, est-ce que tu as des remarques particulières à faire sur la prescription de lithotam ou de carbonate de calcium? Pas plus que ce que tu viens déjà d'indiquer. Donc, Parce que j'imagine qu'il t'arrive de temps en temps d'en prescrire, entre guillemets. oui, donc conseiller, ouais. Oui, on en conseille. J'allais dire même maintenant de plus en plus, puisque de plus en plus les personnes prennent en compte ce côté acidose métabolique, chose qu'on ne voyait pas encore il y a quelques années, mais là, je trouve depuis 2 ans, juste un peu avant la pandémie, on a de plus en plus de personnes qui font attention à leur alimentation, essayent de contrer en fait cette gestion du stress et oui, qui vont demander des supplémentations pour pouvoir équilibrer cette acidose métabolique. Donc oui, ils rentrent parfaitement dans le contexte actuel. Je pense qu'il y a de plus en plus de nutritionnistes aujourd'hui qui ont pris conscience effectivement de tout ça. Les fameux tableaux, les indices PRAL des aliments, c'est de plus en plus en considération. Donc il y a effectivement de plus en plus d'informations sur ce sujet. Et effectivement, grâce à Internet, grâce à tout un tas de choses, de réseaux sociaux et autres, de plus en plus de gens qui échangent sur le sujet. Et c'est vrai que c'est, à mon sens, une bonne chose parce que la malbouffe, ça existe et que, bon, il y a des moyens plus ou moins de limiter les effets, même si l'idéal, c'est quand même pas d'arriver en état d'acidose métabolique pour être obligé de se soigner, mais de faire en sorte de ne pas y arriver.